Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène en Oklahoma. Cet état doit son nom à la langue Choctaw, le troisième peuple des Premières Nations en termes de démographie aux États-Unis. Okla veut dire peuple et Uma veut dire rouge, le peuple rouge. L'Oklahoma est connu pour être un des plus grands producteurs de gaz naturel, d'huile et de produits agricoles. Sa devise c'est Labor Omnia Vincit, le travail conquiert toute chose. Alors perso je pensais que c'était l'amour, mais bon, je peux aussi avoir tort. Le comté d'Okmulgee, dans lequel on se trouve pour notre affaire d'aujourd'hui, se trouve au sud de la seconde plus grande ville de l'État, Tulsa. Okmulgee, c'est un comté rural et calme, lové dans la réserve Muskogee, une région verdoyante, paisible, loin des agitations de la grande ville, avec un taux de criminalité plutôt dans la moyenne nationale. La petite ville d'Henrietta compte une communauté de 6000 personnes, et si on demande à Google pourquoi la ville est si connue, il répondra sans hésiter le rodéo. Son surnom d'ailleurs, c'est la capitale mondiale du rodéo. Et c'est dans ce contexte champêtre que se trouve une maison familiale au 14 600 Holly Road. Le samedi 29 avril 2023, la maison est agitée. La famille Guess reçoit deux invités pour une soirée pyjama. Ces deux personnes sont conviées jusqu'au lendemain soir, le dimanche, vers 17h. Ivy Webster, 14 ans, fan d'animaux et de softball, et Brittany Brewer, 15 ans, Miss Henrietta, qui rêve de devenir maîtresse d'école ou vétérinaire, débarquent chez leur meilleure amie, Tiffany Guess, pour le week-end. Les adolescentes sont super contentes, elles ont plein de projets pour ce week-end pyjama party, elles veulent discuter, jouer, chanter. La soirée commence et elles en profitent à fond. Ivy envoie des photos à sa mère, des selfies d'elle et de ses copines avec des filtres, et elle se moque de sa mère en lui disant « Maman, il est minuit, l'heure du lit est passée pour toi ». Avant de s'endormir, Ivy prévient sa mère que le lendemain, dimanche 1er mai, Brittany, elle-même et la famille Guess comptent se rendre au ranch McAllister à environ 35 minutes en voiture d'Henrietta, et tout ce petit monde a l'intention de se baigner dans le lac. Présentation de la famille Guess, et on commence avec Holly, 35 ans, la maman. Ensuite, on a les trois enfants, Riley Elizabeth Allen, 17 ans, c'est une jeune artiste en devenir, elle aime peindre et elle est très douée, elle souhaite devenir artiste et docteur pour pouvoir aider les gens. En deuxième position dans la fratrie, on a Michael James Mayo, 15 ans, un athlète, il joue au football, il court des semi-marathons et des courses. C'est un garçon blagueur et attentionné avec ses sœurs. La petite dernière, c'est Tiffany Doré Guess, 13 ans, une jeune fille qu'on décrit comme très douce. Elle est aussi athlète avec son frère et elle vient de passer les essais pour intégrer l'équipe des cheerleaders de son école. Les trois enfants sont issus de pères différents mais partagent tous la même mère, Holly, et Holly c'est une super maman. Elle travaille depuis chez elle, elle vend des assurances, ce qui lui permet de dégager du temps pour ses enfants, elle les soutient dans tout ce qu'ils entreprennent. Un jour, Michael intègre l'équipe de foot de son école, et la semaine qui suit, Holly va équiper la famille entière de t-shirts, de casquettes aux couleurs de son équipe. Elle est très encourageante avec ses enfants. Elle les incite à s'appliquer, à mettre du cœur à leur passion et à être honnête et juste. Tout ce beau monde s'entend très bien, c'est une famille heureuse, même si elle a connu des hauts et des bas avec les séparations et les divorces. D'ailleurs, les trois enfants considèrent tous Joe Guess, l'ex-mari de Holly et le père de Tiffany, comme leur figure paternelle. Joe et Holly sont mariés pendant 13 ans avant de se séparer en 2020. Ils restent en bons termes et éduquent ensemble leur jolie tribu. En 2021, une nouvelle page s'ouvre dans la vie de Holly. Elle rencontre Jesse McFadden, 38 ans, ancien codétenu d'un homme avec lequel elle correspondait via un programme d'entraide. Jesse sort de prison en 2020, il lui raconte son histoire, les mauvais traitements qu'il a subis en prison et sa solitude depuis sa sortie, mais surtout, il lui explique que son incarcération, c'est suite à un malentendu. Lui et Holly discutent sans cesse, et de ces échanges, au départ amicaux, une relation amoureuse va naître. Holly est charmée par cet homme, son grand cœur lui dit qu'il mérite une seconde chance dans la vie, et elle se dit qu'avec une main tendue, il peut retrouver une place dans la société et être heureux. Elle ne sait pas grand-chose de son casier judiciaire, mais elle va quand même faire un background check, une vérification. C'est une promesse que Joe et elle se sont faites. Joe, l'ex-mari de Holly, est le père de la petite dernière, Tiffany. Pour protéger les enfants, il doit faire une vérification de casier judiciaire de toute personne qu'ils font entrer dans leur vie. Holly ne trouve rien de rédhibitoire dans le passé de Jesse, elle poursuit donc sa relation avec lui. Ils emménagent rapidement tous ensemble au 14 600 Holly Road. Le couple se marie le 26 mai 2022, et tout ce beau monde vit donc à Henrietta, où les enfants sont scolarisés et où Holly travaille depuis la maison. De son côté, Jesse est entrepreneur indépendant, mais on ne sait pas vraiment dans quel secteur. Ce week-end, de la fin avril 2023, tous les enfants ont le droit d'inviter des amis à dormir à la maison. C'est la fête, pyjama party. Plus on est de fous, plus on rit. Mais seuls Brittany et Ivy, les meilleures amies de la cadette, Tiffany, vont répondre aux présentes. Les amis du grand frère et de la grande sœur ont déjà des choses prévues, ou certains sont privés de sortie. Notre affaire commence donc en ce week-end de pyjama party, avec permission jusqu'à 17h le lendemain,
dimanche. Alors que l'heure du départ approche, donc le dimanche, Ashley Webster, la mère d'Ivy, reçoit un appel de Jesse. Il explique qu'ils sont encore au ranch. Désolé, mais on va avoir du retard, lui dit-il. Et en plus, ça capte très mal dans le secteur, donc normal qu'elle n'arrive pas à joindre sa fille. Mais pas d'inquiétude, tout va bien. On a juste du retard. Le temps passe et les fillettes ne rentrent pas. Ashley se rend compte que, bizarrement, l'application qu'elle utilise pour géolocaliser sa fille, Life 360, est coupée depuis 1h30 du matin. Les parents tentent d'appeler leur fille, puis Jessie, puis Holly, mais les appels tombent tous sur messagerie. Ils vont essayer de passer à la maison familiale chez les Guess, mais personne ne répond et les lumières sont éteintes. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Les parents sont dans l'angoisse. Dans la nuit de dimanche à lundi, toujours pas de nouvelles, les autorités sont prévenues. À 8h le lundi matin, une sonnerie très spéciale retentit sur les téléphones portables de tout l'Oklahoma. Il s'agit d'une notification Amber Alert. Je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, mais petit rappel, une Amber Alert aux États-Unis, c'est un message que les habitants d'un secteur bien spécifique reçoivent en simultané sur leur téléphone portable. Amber, c'est un acronyme, America's Missing Broadcast Emergency Response. On pourrait traduire ça par personne disparue en Amérique, émission d'un signal d'urgence. Le mot Amber est surtout un hommage à la petite Amber Hagerman, une jeune fille de 9 ans qui disparaît au Texas. Alors qu'elle est sur son vélo, dans son quartier, elle se fait kidnapper et brutalement assassiner. Les alertes Amber ont pour but de signaler une disparition aux habitants du secteur où est signalée cette disparition, et ça peut parfois s'étendre à tout un État. Le but est bien sûr d'alerter les locaux afin qu'ils viennent en aide et participent s'ils le veulent à l'effort de recherche. Gardez les yeux ouverts, appelez la police si vous voyez tel enfant, et on donne une description la plus détaillée possible de l'enfant en question. Les alertes Ambre, c'est pour les enfants, Silver, c'est pour les seniors, et il y en a aussi plein d'autres. Dans notre affaire, le message est donc lancé pour les deux jeunes filles, et il est aussi partagé par tous les médias. Brittany Brewer, 15 ans, et Ivy Webster, 14 ans, sont recherchées, elles sont potentiellement en danger. Elles sont vues pour la dernière fois aux premières heures du lundi 1er mai, à 1h22, à Henrietta, peut-être dans la Chevrolet Avalanche de couleur blanche qui appartient à Jessie. Ivy porte un sweat à capuche noire de la marque Vans, un jean bleu avec de grands trous aux genoux et des chaussures noires. Brittany porte un maillot de bain noir, un short bleu à fleurs et des tennis blanches. Les deux adolescentes, invitées pour le week-end chez les Guess McFadden, sont allées d'Henrietta au ranch à McAlester. Elles devaient rentrer pour 17h le dimanche, mais elles sont toujours introuvables le lundi matin. Après vérification, les propriétaires du ranch de McAlester, où le groupe devait se rendre le dimanche, ne les ont jamais vues, ni les jeunes filles, ni la famille Guess. Le bureau du shérif du comté d'Okmulgee ouvre un numéro d'urgence pour recevoir toute information permettant de retrouver les deux jeunes filles, et à 10h, le dispatch reçoit un appel. Il s'agit du tribunal du comté. Jessie est attendu pour son procès, mais il ne s'est pas présenté. Comment ça, le mec, il avait un procès? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On y revient dans une minute. La police se rend chez Jessie pour le ramener au tribunal. Les agents sonnent, ils frappent à la porte, ils l'appellent, personne ne répond. Ils passent environ 20 minutes à essayer d'avoir une réponse, et à défaut, ils repartent bredouille. Pas de mandat, pas le droit de défoncer la porte, c'est la loi. Dans la matinée, un troisième appel arrive au dispatch. Un homme signale que Holly est injoignable. La dernière fois qu'il l'a eu au téléphone, c'était le 28 avril, il y a quelques jours. L'interlocuteur demande s'il est possible de faire une vérification de bien-être, et il ajoute qu'il est lui-même en route vers Henrietta. On ne sait pas qui est cet homme, la police ne révèle pas cette information, mais on suppose que c'est Joe, l'ex-mari de Holly et le père de Tiffany. Comme je le disais plus tôt, lui et Holly sont restés en bons termes. Toute cette situation paraît trop étrange pour être une coïncidence, les deux copines disparaissent et maintenant Holly ne répond pas non plus. Le shérif Eddie Rice et ses équipes obtiennent un mandat de perquisition assez rapidement, en début d'après-midi, et à 14h, ils se rendent à nouveau au 14600 Holly Road. Cette fois-ci, ils peuvent fouiller la propriété, mais elle est immense. Pour scanner rapidement les plusieurs hectares de terrain, les enquêteurs vont utiliser un drone. Et après quelques balayages, le retour d'image va révéler l'horreur qui a eu lieu. Les corps des deux jeunes filles disparues sont retrouvés à 400 mètres à peine de la maison. Ivy, 14 ans, et Brittany, 15 ans, ont chacune reçu une balle 9 mm dans la tête. Les deux jeunes filles ont été victimes d'agressions sexuelles également, mais l'horreur ne s'arrête pas là. À quelques mètres des deux adolescentes, le corps de Riley, 17 ans, l'aînée des enfants de Holly, est également retrouvé. Elle aussi a reçu une balle dans la tête. Aucune source ne confirme si elle a été agressée sexuellement ou non. Et où sont les autres membres de la famille? Que s'est-il passé? Les enquêteurs poursuivent les fouilles. Le drone continue ses tours du terrain vu du ciel. Peut-être qu'il va permettre de retrouver les autres membres de la famille ou bien des preuves, des éléments qui permettraient de comprendre ce qui est arrivé aux trois adolescentes dont les corps viennent d'être retrouvés. Et le drone signale une autre anomalie dans une zone boisée à quelques centaines de mètres de la maison.
le drone découvre 3 autres corps. Il s'agit des autres membres de la famille Guess, Tiffany, 13 ans, Michael, 15 ans, ils ont reçu 2 balles dans la tête, et Holly, 35 ans, elle a reçu 3 balles dans la tête, dont une à bout portant. Tous, donc les 3 adolescentes découvertes près de la maison, et les 2 adolescents et leur mère découverts dans les bois, présentent des abrasions au niveau des bras et des jambes. Ils ont été attachés, contraints de leur vivant et déplacés après leur mort, puis placés aux endroits où leurs dépouilles sont retrouvées comme une mise en scène. Aucun d'eux ne porte de blessures défensives. À côté des corps de Holly et de 2 de ses enfants, Jesse est allongé au sol. Il est mort lui aussi. Il s'est visiblement donné la mort avec l'arme utilisée pour assassiner les 6 victimes. Il ne laisse pas de lettres. Et bien sûr, la question qu'on se pose ici, c'est que s'est-il passé? Et surtout, qui est Jesse? Jesse McFadden naît en 1984 dans le Kansas. On ne sait pas grand-chose de son enfance, si ce n'est qu'il abandonne l'école à 15 ans, et toute sa vie, on sait qu'il est en bon contact avec sa mère. Dès ses 17 ans, il rencontre des problèmes avec la justice. Il est d'abord arrêté pour possession d'alcool en dessous de l'âge légal, puis en 2002, il vole plus de 60 000 dollars à son grand-père. Alors déjà, voler son grand-père, faut vraiment être une réclure, mais en plus une si grosse somme. Jesse dira qu'il a tout flambé en drogue et en alcool. Ah bah c'était pas pour financer des études ou l'ouverture d'une société. Jesse est ensuite arrêté 2 fois alors qu'il conduit sans permis qui lui a été retiré, probablement parce qu'il a conduit sous l'effet de drogue ou d'alcool. Et on termine avec la cerise sur le gâteau. En novembre 2003, alors qu'il a 19 ans, Jesse commet un viol. Crystal Strong, une jeune fille de 16 ans, est la copine de la petite amie de Jesse. Crystal et Jesse se sont déjà croisés, mais Crystal ne le connaît pas très bien. Et alors qu'ils viennent de passer une soirée entre potes, Crystal rentre chez elle. Vers 2-3 heures du matin, ça frappe à la porte de la caravane de son père où elle réside. C'est Jesse. Il lui dit qu'il vient de rompre avec sa copine et qu'il a nulle part où aller. Crystal lui dit de s'en aller, elle est seule chez elle, son père n'est pas là et elle ne peut pas laisser entrer un quasi inconnu. Jesse va mettre le pied dans l'ouverture de la porte, il entre de force. En quelques secondes, Crystal se retrouve avec une chaussette dans la bouche, elle est ligotée et traînée dans le couloir jusqu'à la chambre où elle est attachée à la tête de lit. Jesse lui arrache sa chemise de nuit, il la menace avec un couteau qu'il place sous sa gorge et il la viole. Crystal essaye de crier « Lâche-moi, lâche-moi », mais Jesse lui répond « Si t'arrêtes pas de crier, je te tue ». Après avoir commis cet acte horrible sur l'adolescente, Jesse prend la fuite. Crystal, brave qu'elle est, elle va appeler les secours à la seconde où il passe la porte. Il est arrêté quelques heures plus tard. On le retrouve au bord d'une rivière. Il vient de s'ouvrir les veines. À son procès, Jesse tente un plaidoyer Alford, c'est-à-dire qu'il plaide non coupable, tout en reconnaissant qu'il y a assez de preuves pour le condamner. Il écope de 20 ans de réclusion criminelle. Et aux USA, ça rigole pas avec le viol. C'est une des choses que j'aime bien d'ailleurs dans ce pays. C'est pas comme en France où c'est presque un prérequis pour devenir politique ou encore présentateur télé. Jesse effectue 17 ans sur sa peine. Il sort en octobre 2020 pour bon comportement. Une erreur cléricale va faire qu'aucun suivi ne sera mis en place à sa sortie. Il passe entre les mailles du filet. Pas de probation, pas de vérification, pas de prévention auprès de son entourage. Et c'est à ce moment qu'il fait la rencontre de Holly. Comme on le sait, Holly fait un background check, donc une vérification de ses antécédents. Elle interroge même Jesse à propos de son incarcération. Il lui raconte que c'est un gros malentendu qui l'a mené en prison. Il n'a rien fait, c'est une erreur. D'ailleurs, Janet Mayo, la mère de Holly, raconte qu'il va payer une femme qui va se faire passer pour Crystal, la victime du viol en question, et cette comédienne va raconter qu'il s'agit en effet d'une erreur. Et d'ailleurs, le fait qu'à sa sortie, rien ne soit mis en place, c'est un argument qui permet à Jesse d'appuyer son mensonge sur le fait que ce n'est qu'une erreur, un malentendu. Il peut donc s'approcher et vivre avec des enfants, aller les chercher à l'école, aller voir leurs spectacles de danse, leurs matchs, etc. D'ailleurs, il sort pour bon comportement, alors que son comportement en prison est tout sauf bon. Jetons un coup d'œil à son dossier carcéral. L'avantage, c'est que tout est consigné et accessible au public. Tahia américaine. Très vite, dès le début de son incarcération, Jesse est pris avec du tabac de contrebande. Il est également pris avec ce que j'appelle de l'herbe thérapeutique, du cannabis, et ça aussi c'est interdit bien sûr. Il tient aussi des propos ouvertement racistes, un cousin américain de Bardella & Co, j'imagine. Le mec va cocher toutes les cases du bingo de la raclure, c'est pas fini. En 2009, il est surpris nu dans sa cellule avec un autre détenu. On imagine à peine ce qu'il allait faire. En 2010, il est accusé de viol par l'un de ses codétenus. James Fleming, avec qui il partage ses cellules pendant un temps, dira que Jesse est un homme très sexuel. Chaque fois qu'on avait une conversation, dit-il, il essayait toujours de la mener
à quelque chose de sexuel. Il essayait de me l'imposer, c'était hyper gênant. James raconte aussi que Jesse a été pris à stalker une infirmière de la prison. Alors je sais pas s'il essayait de se la jouer Michael Scofield, mais le mec est clairement un prédateur. Il est dangereux pour la société, ses mésaventures en prison sont documentées, le mec sort sans aucune surveillance. Et c'est pas tout. En 2013, toujours derrière les barreaux, il est surpris en possession d'un téléphone portable. Visiblement, ça fait quelques mois qu'il échange des messages avec une femme. Et cette femme le dénonce. Elle dénonce à la prison qu'il possède un portable quand Jesse commence à devenir menaçant. En 2017, Jesse est de nouveau arrêté avec un téléphone portable. Et là, ça va encore plus loin. Mais avant de te parler de cette affaire, on fait une petite parenthèse sur Cody McFadden, le petit frère de Jesse. Cody est actuellement en prison et il n'en est pas à sa première incarcération. Il a un casier long comme le bras, fabrication de méthamphétamine, agression aggravée, agression d'un officier de police, agression d'un médecin, cruauté animale, et la cerise sur le gâteau, en juillet 2022, il enferme sa petite amie dans une cage pour chien, il la frappe et il l'électrocute avec des câbles de démarrage de batterie de voiture. Sa caution est fixée à 1 million de dollars, tellement c'est pas normal que le mec ait pu commettre autant de crimes. Parenthèse familiale fermée, on revient au portable que Jesse possède illégalement dans sa cellule en prison. Avec ce deuxième téléphone de contrebande, il ne tourne pas autour du pot. Jesse échange carrément des messages avec une jeune fille, une très jeune fille. Elle est mineure. Il chatte avec une mineure alors qu'il effectue une peine de 20 ans pour viol sur une mineure. Le mec a tout compris. Caitlin Babb rencontre Jessie par accident alors qu'elle n'a que 16 ans. En 2015, elle emménage chez ses grands-parents en Oklahoma. Elle reçoit un nouveau téléphone avec un nouveau numéro et un soir, elle reçoit un message de la part de Jesse. Il dit qu'il cherche à joindre la personne à qui appartenait ce téléphone avant Caitlin. Et cette pauvre jeune fille qui se sent seule, qui n'a pas encore eu le temps de se faire des amis dans son nouveau lieu de résidence, elle va trouver chez Jesse une oreille attentive. Il l'écoute, il s'intéresse à elle, il la comprend, alors elle ne voit pas le mal. Ils ne font que discuter. Évidemment, Jesse ne lui dit pas tout de suite qu'il est en prison, et quand il lui en parle enfin, il dit que cette condamnation pour viol, c'est juste un malentendu. On dirait que le mec travaille déjà le mensonge qu'il va sortir plus tard à Holly, et peut-être même à tout le monde à sa sortie de prison. Comme on peut s'y attendre de la part d'un homme aussi tordu, les échanges avec la jeune Caitlin deviennent rapidement tendancieux. On sait tous qu'il n'est pas là pour s'intéresser pour de vrai à la vie quotidienne d'une adolescente. Il est là pour satisfaire ses envies déviantes. Et ça commence par des enlève ton t-shirt, prends une photo. Très vite, ça dérape jusqu'à des demandes de photos à caractère sexuel. Jesse lui envoie des photos similaires de lui. Il est de plus en plus pervers. Et pourtant, il sait que Caitlin est mineure, puisqu'elle lui a envoyé une photo de son permis de conduire où on voit très clairement sa date de naissance. Jesse va manipuler la jeune Caitlin, il lui fait croire qu'ils ont une vraie relation, il lui fait croire qu'il l'aime, il lui fait croire qu'ils ont un avenir ensemble. Les messages, lettres, appels FaceTime et envois de photos vont durer pendant environ 1 an et demi. Jusqu'en 2017, quand la grand-mère de la jeune fille va tomber sur une lettre de Jesse à Caitlin dans laquelle il signe ton époux, ton mari. Grand-mère appelle direct le département correctionnel de l'Oklahoma, elle dénonce Jesse et la famille porte plainte. Totalement manipulée et sous contrôle, l'adolescente a du mal à comprendre que Jesse ne l'aime pas pour de vrai et qu'il ne fait que l'utiliser. Elle va même jusqu'à faire les 2 heures de route de chez ses grands-parents au tribunal pour demander à ce qu'on abandonne les charges contre Jesse. Et heureusement, avec de l'aide et du soutien et du temps, elle finit par se rendre compte de ce qu'il s'est réellement passé. J'ai réalisé qu'il ne m'aimait pas, dit-elle, qu'il était malade et que tout était une ruse. Elle rompt le contact et accepte à ce moment-là de témoigner contre Jesse. Jesse est accusé d'exposition de mineurs à des messages à caractère pornographique et de possession de pornographie juvénile. Il est arrêté pour ces nouvelles charges 1 mois après sa libération pour bonne conduite dans l'affaire du viol de Crystal Strong. Jesse va payer sa caution qui est d'un montant de 25 000 dollars et il attend libre son procès qui est retardé plusieurs fois à cause de la pandémie de Covid-19. Et c'est dans le cadre de cette accusation que Jesse est attendu le lundi 1er mai 2023 au tribunal du comté de Muskogee. Et tu te souviens, c'est l'audience à laquelle il ne se présente pas. Et on sait maintenant pourquoi. Revenons au lendemain du massacre. Le chef de la police, Joe Prentice, annonce lors d'une conférence de presse 3 jours après l'horrible découverte: je suis les preuves, et les preuves indiquent que Jesse McFadden a assassiné 6 personnes, puis il s'est donné la mort. Je n'ai aucune preuve indiquant le véritable motif. Il y a des questions auxquelles on ne répondra jamais, parce que les seules personnes qui savent ne sont plus là. Après avoir pris la vie de tous les membres de la famille Guess et après avoir agressé et pris la vie des 2 jeunes filles de passage pour le week-end, Jesse retourne l'arme contre lui et il ne va pas se rater. Et a priori, c'est la fin de l'histoire. Mais les familles ont des questions. La première,
Est-ce que ce drame aurait pu être évité? Avec tout ce qu'on sait des antécédents de Jessie, qu'est-ce que cet homme fait dehors, sans surveillance, sans accompagnement? Comment son entourage n'est pas au courant du danger qu'il représente pour les mineurs qu'il côtoie? Surtout qu'une information encore plus rageante va tomber. On découvre que quelques jours avant les meurtres, Jesse annonce à sa mère qu'il va tuer sa famille et se tuer lui-même. Sa mère ne le prend pas au sérieux, donc elle ne prévient pas les autorités. Et malheureusement, c'était pas une blague. Jesse envoie également, le soir du drame, vers 20 h, un message à Caitlin. Il envoie ses messages depuis un compte Facebook au nom de Holly Days. Caitlin qui doit d'ailleurs témoigner contre lui au procès le lendemain. Et voici ce qu'il lui écrit. J'ai fait exactement ce que j'ai dit que je ferais quand je suis sortie de prison. J'ai un bon poste en marketing, je gagne beaucoup d'argent et je suis montée dans les échelons. J'y suis depuis 2 ans maintenant, j'ai une belle vie, comme j'avais promis de l'avoir avec toi. Maintenant, tout est perdu. Je t'ai dit que je n'y retournerai pas. Tout est de ta faute. Quand il dit je n'y retournerai pas, il parle de la prison. Si Jesse était suivi comme ça aurait dû être le cas, il aurait été interpellé à cause de ce message, puisque contacter la plaignante, c'est un manquement aux conditions de sa probation. La police aurait dû intervenir, la police aurait dû l'arrêter, ne serait-ce que pour ce message. La pauvre Caitlin, qui fait déjà un travail incroyable pour se remettre de l'influence de Jesse, s'inflige aujourd'hui une part de responsabilité pour ne pas avoir pu empêcher le massacre de 6 personnes innocentes. Crystal, aussi la victime du viol en 2003, raconte la même chose. Crystal est en larmes et elle explique qu'elle se sent responsable de ce massacre. Elle aurait dû prévenir la famille Guess de la dangerosité de Jesse. Elle aurait dû distribuer des flyers pour avertir son entourage que c'était un criminel dangereux. Autre question qu'on se pose ici, c'est que s'est-il réellement passé? Qu'ont vécu les victimes? L'autopsie de Holly révèle qu'elle a été assassinée le dimanche 30 avril entre 3 h et 15 h. Pas de traces d'agression sexuelle, sa toxicologie ne révèle aucune trace d'alcool, de drogue, rien. Selon son autopsie, Jesse serait mort entre 20 h le dimanche et 5 h 30 le lundi matin. Sa toxicologie ne révèle rien non plus, mais ça laisse des heures entre la mort de Holly et sa mort à lui, ce qui laisse imaginer l'enfer qu'ont dû subir au moins les 2 adolescentes portant des traces d'agression sexuelle. Les résultats d'autopsie pour les enfants ne sont pas rendus publics pour aucun des 5, donc les 3 enfants de Holly et les 2 amis de Tiffany. On ne peut que se poser la question de ce qu'ils ont pu vivre, de l'heure à laquelle ils ont été abattus, dans quel ordre, et après quels sévices. Dans la maison de l'horreur, comme elle sera surnommée après le drame dans les médias, sont retrouvés de la drogue, des sextoys, des sangles, du velcro, des crochets, des menottes. Ça laisse peu de place à l'imagination. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros derrière cette histoire? Dans la maison sont également retrouvés, après une vraie partie de cache-cache, 32 téléphones portables. Tous indiquent une adresse de facturation à la maison des horreurs, donc l'adresse de Holly. Et avec la drogue trouvée sur place et le contrôle constant des téléphones des adolescents par Jesse, on se pose la question, de quoi avait-il peur? Qu'est-ce qu'il a pu se passer dans cette maison? Jesse est-il le seul impliqué? Dans la maison, la police va également retrouver une note mystérieuse. Il s'agit d'une liste qui recense des noms et des dates. Les derniers noms inscrits sont ceux de Holly, Riley, Michael, Tiffany, Ivy et Brittany. Ces victimes. Qu'est-ce que cette liste représente? Est-ce que Jesse a tué ou violé d'autres personnes? Est-ce que ce sont les autres noms qui figurent sur cette liste? Les enquêteurs retournent la propriété mais ne trouvent rien de plus, malgré les très gros moyens mis en œuvre. Le chef de la police, Joe Prentice, conclut l'enquête en disant « Nous continuerons à documenter tout ce que nous trouverons et tout ce que nous découvrirons lors des entretiens de suivi, et nous continuerons à compléter le rapport. Nous soumettrons ce rapport au bureau du procureur pour l'examen à titre de formalité, car il n'y a aucune poursuite à engager ici. » Alors on comprend que malheureusement, beaucoup de questions vont rester sans réponse, et bien sûr ça provoque angoisse et surtout colère chez les proches des victimes. Les proches des victimes d'ailleurs ne comprennent pas comment un homme comme Jesse McFadden a pu se retrouver libre. Ils se demandent pourquoi un homme condamné à 20 ans de prison en 2003 pour viol sur une mineure est libéré 3 ans avant la fin de sa peine. Ils se demandent comment il a pu être libéré pour bonne conduite alors que son dossier carcéral démontre tout le contraire. Comment il a pu être libéré alors qu'il est accusé et condamné pour avoir sollicité et possédé de la pornographie juvénile pendant son incarcération. Et on les comprend, un tel manquement auprès de la communauté est inadmissible et les conséquences de ce manquement sont titanesques. Crystal Strong, victime de Jesse en 2003, dit qu'elle a personnellement appelé les autorités quand elle a appris qu'il allait être libéré. J'ai découvert qu'il allait sortir et j'ai appelé la prison. Je leur ai dit « Vous allez le laisser sortir même après avoir trouvé de la pornographie juvénile sur son téléphone. Si ça ne prouve pas qu'il n'est pas réhabilitable, je ne sais pas ce qu'il vous faut. » Janet, la mère de Holly, blâme l'État.
L'Oklahoma n'a pas réussi à protéger les familles, dit-elle. À cause d'eux, ma famille et mes petits-enfants sont tous morts. Et pour continuer sur les manquements de la police, en voici un nouveau. Au lendemain des meurtres, des agents procèdent à la fouille de la maison des horreurs et on saisit ce qu'on pense être intéressant pour l'enquête. Ensuite, les familles sont appelées pour qu'elles viennent récupérer ce qu'elles veulent, après quoi la maison doit être nettoyée par des équipes de professionnels. Quand les proches se rendent sur place, ils découvrent à leur tour la maison des horreurs. Ils sont sous le choc de ce qu'ils trouvent. Des chaînes, des verrous, des menottes, de la drogue, des sextoys. Ils se demandent pourquoi ces éléments n'ont pas été saisis par la police, notamment des ordinateurs et des téléphones portables, dans lesquels on pense qu'il y a sûrement des preuves. La famille d'Ivy va retrouver le téléphone de la jeune fille qui avait été déclarée perdue. Donc on découvre aussi au passage qu'il n'y a clairement pas eu de fouilles approfondies ou de saisie d'éléments qui auraient dû être considérés comme importants. Dans un des téléphones portables, on aurait pu retrouver des photos, des images, des vidéos, quelque chose qui aurait pu aiguiller sur une piste, un début de réponse. La police attend d'être pointée du doigt pour venir récupérer les ordinateurs portables et les téléphones. Mais on se demande si c'est pas en train de traîner juste sur une étagère d'affaires résolue ou si c'est pas déjà archivé. Les familles des deux adolescentes qui ont vécu une agression sexuelle avant d'être tuées s'interrogent. Qu'est-ce qui leur prouve que des images de ces agressions n'ont pas été diffusées sur le dark web? Et si l'étude de ces ordinateurs permettait de démasquer d'autres prédateurs d'enfants? Le père d'Ivy dit avoir retrouvé d'autres éléments intéressants. Il avance qu'il y a eu préméditation grâce à un ticket de caisse de chez Walmart, ticket de caisse qui date de 2 jours avant les meurtres. Sur ce ticket, on a la preuve d'achat de chaînes et de verrous. Des amis des enfants diront aussi que Jessie avait incité tous les enfants de Holly à inviter des amis ce week-end-là. Heureusement que les amis des deux grands n'ont pas répondu présent à cette pyjama party mortelle. Pour ce qui est du mobile, il reste peu compréhensible. Ce qu'on peut supposer, c'est que Jessie, qui vient de passer 17 ans derrière les barreaux, pense qu'il y a de fortes chances qu'il y retourne à cause de l'affaire avec la jeune Kathleen. Puisqu'il ne veut pas retourner derrière les barreaux, il décide de mettre fin à ses jours à la fin du week-end. Il ne se présentera donc pas à son procès le lundi suivant. Il décide aussi d'emporter avec lui Holly et les enfants, et il en profite pour agresser sexuellement les deux adolescentes qu'il a sous le coude. Pourquoi seulement elle et pas les filles de Holly ou les enfants de Holly? C'est une bonne question. Un autre élément qui soutient cette théorie, c'est une lettre que Jessie envoie au juge 11 mois seulement après le début de son incarcération pour le viol de Crystal. Il demande à ce que sa peine de prison soit allégée. Il a conscience du mal qu'il a pu causer, mais on ne peut pas changer le passé, écrit-il. Plus je serai enfermé longtemps, plus ce sera difficile pour moi de vivre décemment. Le juge va refuser sa demande. Et dans l'affaire du massacre pendant la pyjama party, en plus de la détermination du mobile, il reste aussi toute une enquête pour vérifier les agissements de Jesse avant qu'il se donne la mort. Il faut aussi essayer d'éclaircir cette liste de noms retrouvés dans ces affaires. Est-ce qu'il a fait d'autres victimes? Est-ce que des affaires de disparition non élucidées pourraient être résolues? Comme le conclut le chef de la police, Joe Prentice, à la presse, une partie du problème lorsque la communauté souffre d'un tel agissement, c'est que tout le monde veut comprendre pourquoi. Mais les gens normaux ne peuvent pas comprendre pourquoi. Les gens qui commettent de tels crimes sont des monstres. Et Jesse McFadden est un monstre de la pire espèce. Il manipule Holly et utilise sa profonde gentillesse contre elle et ses enfants. Il suit méticuleusement ses déplacements et il montre un comportement trop protecteur envers les enfants d'ailleurs. Il va inspecter leur téléphone, leurs messages, leur Snapchat. Janet, la mère de Holly, raconte: c'est lui qui disait à Holly où elle pouvait aller, quand elle pouvait y aller et à qui elle pouvait parler. Si on prenait un des enfants, il traçait leur téléphone portable. Jesse isole petit à petit Holly de sa famille et il la maintient dans l'ignorance, il lui ment. C'est le loup déguisé en brebis. Janet écrit sur Facebook: ma fille Holly ne connaissait pas la vérité sur Jesse McFadden et maintenant elle et mes petits bébés sont morts. Arrêtez de la dénigrer, ma fille aimait ses enfants, oui, elle a épousé l'homme qui les a tués, mais elle a été trompée par son charme. La pauvre Janet fait non seulement face à un deuil qui doit être d'une douleur presque impossible à imaginer pour le reste du monde, mais en plus elle doit défendre l'honneur de sa fille, se défendre contre des abrutis qui ont les doigts sur le clavier un peu trop vite à juger une situation qu'ils ne connaissent pas. Certes, tout le monde n'est pas pour accorder une seconde chance à un détenu, surtout qui est en prison pour un viol, mais ce n'est pas le cas de Holly. Elle a choisi de croire en la bonté de cet homme, et elle a cru en son mensonge surtout. Et on est bien d'accord que ce n'est pas non plus tiré par les cheveux d'entendre quelqu'un qui dit être accusé à tort par la justice. Quoi qu'il en soit, Holly a décidé de le croire, elle l'a accueilli à bras ouverts en ayant fait une vérification de ses antécédents. Elle et aussi son ex-mari. Je pense que son devoir de mère, elle l'a fait. Elle n'aurait pas pu prédire un tel massacre. S'il y a un responsable, c'est la justice,
la police. Pourquoi l'incarcération de Jesse n'a pas été prolongée puisque les allégations de sexto se sont passées alors qu'il était encore en détention? Aux USA, c'est courant que quand un détenu commet un crime alors qu'il est derrière les barreaux, il peut rester en prison au-delà de sa peine initiale. Et la même question se pose au sujet de Cody, son frère. Tout comme Jesse, il a un casier judiciaire long comme le bras, et pourtant il est en liberté, ce qui permet l'agression, la séquestration envers sa petite amie. Une journaliste de la chaîne News Station va même demander à un expert du FBI si les mauvais gènes, ça existe, tellement elle est choquée de la ressemblance du sadisme qu'on retrouve chez les deux frères. Et l'agent du FBI répond qu'il y a toujours un peu des deux, la nature humaine de la personne et aussi son environnement. Justin Webster, le père d'Ivy, est interviewé par une journaliste et il explique qu'aujourd'hui son combat justement c'est d'essayer d'instaurer des lois en Oklahoma concernant la libération anticipée pour bon comportement. Si un prisonnier fait face à des accusations pendant qu'il est incarcéré, il ne devrait pas sortir plus tôt, il ne devrait pas ne pas finir sa sentence pour bon comportement. Cette loi, il voudrait l'appeler la loi de la nuit, en hommage à tous les enfants victimes d'abus sexuels sous couvert de la nuit. Et sur le mot nuit en anglais, il y a un jeu de mots. Night avec un N et night avec un K. Ils se prononcent de la même façon, mais veulent dire nuit ou chevalier. Justin explique que les victimes de ce massacre, ce sont des chevaliers, des battants. Justin explique aussi qu'un criminel sexuel qui s'attaque à un enfant devrait être condamné à perpétuité. Je suis à 1000% d'accord. Un criminel sexuel, dit-il, c'est un monstre. Il détruit la vie d'un enfant. Il ne devrait plus réintégrer la société. Cet enfant aura un long parcours de guérison après un tel drame. Il sera marqué à vie. Alors la personne responsable ne mérite pas de sortir de prison. Justin va aussi apporter un autre élément de réponse quant à tous les objets qui sont retrouvés dans la maison des horreurs, les chaînes, les sextoys, les cordes et aussi des bonbons au cannabis. Il confirme que ces éléments ont été achetés la veille du meurtre. On se souvient, certains éléments figurent sur le ticket de caisse Walmart, de même l'avant-veille. Et ce qui est vraiment perturbant, c'est de se dire que Jesse, s'il avait un comportement criminel pendant la courte période où il était marié avec Holly, bah, il a dû soit faire ses conneries ailleurs, soit en cachette sur ses 32 téléphones portables, soit il ne faisait rien du tout. Peut-être qu'il s'est vraiment calmé et que le mobile, pour cette tuerie de masse, c'était la peur du retour en prison, comme Jesse le dira à Caitlin juste avant les meurtres. Je n'y retournerai pas. En avertissement aux parents dans l'Oklahoma, mais aussi à travers le pays, Justin ajoute une dernière chose. Jesse McFadden ne figurait pas sur le registre des criminels sexuels de l'État. Il était bien sur la liste nationale, mais pas celle de l'État de l'Oklahoma. Et ça, c'est pas normal. Quand des haters nous blâment sur Internet, dit Justin, en disant que nous avons envoyé nos enfants chez ce détraqué, que nous n'avons pas tenu notre rôle de parents, ils ne savent pas que nous n'étions tout simplement pas au courant que cet homme était un criminel sexuel. La justice nous a abandonnés. Cette tuerie de masse se produit 7 mois à peine après que les corps de 4 hommes sont retrouvés démembrés et jetés dans une rivière, toujours dans le comté d'Okmulgee. Ces deux histoires n'ont rien à voir, mais ça fait beaucoup de tueries de masse pour un État et surtout un petit comté, en général calme et accueillant. Par définition, une tuerie est qualifiée de masse si elle comporte 4 victimes ou plus, tuées en moins de 24 heures dans un même lieu. C'est ce qui arrive à Mark Chastain, 32 ans, Billy Chastain, 30 ans, Mike Sparks, 32 ans, et Alex Stevens, 29 ans. Le 9 octobre 2022, alors qu'ils ont pour intention de le voler, Joseph Kennedy, un homme de 67 ans, pour se défendre, va tuer les 4 hommes. Il les démembre et jette les 4 corps à la rivière. Laisse un commentaire pour me dire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur cette affaire pour entrer dans le détail. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont membres, merci aux personnes qui sont abonnées, qui prennent le temps de laisser un commentaire. Ça fait plaisir et surtout ça soutient la chaîne. Je t'invite à aller voir ce que je fais sur d'autres réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram. C'est tout pour moi. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.